Alors bonjour à tous. Merci de vous connecter aussi nombreux aujourd'hui à ce webinaire. Donc je vais co-animer ce webinaire avec Cédric Gabillard de chez Positix. Bonjour, Ravi de ce partenariat. Bonjour Cédric. J'espère que tu vas bien. ça va très bien, merci. Toi aussi, j'espère que ça va. Ça va, merci. On attend que les derniers arrivants se connectent. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc c'est super. On va pouvoir commencer ce webinaire. Hop, je regarde si tu vois bien mon partage d'écran, Cédric. Oui, c'est bon. Donc au menu de ce jour, un webinaire, donc un partenariat avec Positix, et puis donc Limitaddict et son module scanner 3D. Comme je le disais, ce sera co-animé avec Cédric Gabillard. Donc je te laisse te présenter, Cédric, pour ceux qui ne te connaissent pas. Bonjour à tout le monde. Donc moi, je suis Cédric Guébillard, je travaille donc chez Positif depuis 3 ans. Et mon rôle, c'est d'accompagner finalement les exploitants de données 3D, donc souvent ceux qui font l'acquisition aussi, dans le choix de technologies qui soient adaptées aux besoins de leurs clients, de leurs propres besoins. Voilà, je propose ce genre de service. Voilà, donc ça fait 3 ans. Moi, j'ai 10 ans d'expérience sur la partie scanner 3D. Et puis, donc, j'en fais profiter aussi les clients pour mieux comprendre la technologie. Voilà, donc avec Clément, je ne sais pas si tout le monde connaît Clément. Je pense que ce serait sympa que tu te présentes quand même. Merci Cédric, merci pour ta présentation. Et puis, bon, je le dis à tout le monde, vous pouvez compter sur l'expertise de Cédric. J'ai l'habitude de le rencontrer sur différents événements et c'est toujours intéressant d'échanger avec lui. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis donc Clément Belleville, technico-commercial chez JS Info, donc pour Top Station, et puis revendeur des applicatifs Limitaddict. Donc, Limitaddict et ces applicatifs qu'on ne présente plus, c'est une solution que je connais plutôt bien puisque je l'ai utilisée, on va dire, en conditions réelles sur le terrain, puisque j'étais auparavant technicien géomètre dans un cabinet de géomètre expert. J'ai notamment travaillé au sein d'un pôle 3D. Donc j'ai utilisé le module scanner de Limitaddict en conditions réelles. Et donc j'espère pouvoir vous partager tous les avantages de ce module aujourd'hui. Alors maintenant, ce que je te propose, Cédric, c'est que tu nous en dises un peu plus sur POSITIX. Je vais vous partager ça. Donc, POSITIX existe finalement depuis 2013. Donc, ça fait maintenant un peu plus de 10 ans. Et depuis 2 ans, POSITIX a intégré le groupe Géomesure, Géomesure qui existe depuis 2000 et qui a également fait l'acquisition de ZW France depuis un an. Donc maintenant, on a finalement on est un groupe qui propose des solutions scanner, des solutions 3D, euh, de l'acquisition jusqu'au livrable. Je peux peut-être passer à la slide suivante. Voilà. Donc on est réparti de la manière suivante. On est une équipe de spécialistes en mesure de différents types de capteurs, parce que là aujourd'hui on va parler essentiellement de scanners, mais on fait d'autres types de capteurs. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur notre site pour voir ce qu'on propose, ou éventuellement si vous voulez m'appeler, on peut échanger à ce sujet-là. Donc, pour la partie géomesure, elle est basée essentiellement dans la partie sud et ouest, donc avec le siège social à Saint-Jean-de-Védas, près de Montpellier, une agence à Pessac et une autre à Carquefou, près de Nantes. ZWCAD est basé également près de Nantes, tout à côté de Nantes. Et Positix est basé à Saint-Germain-en-Laye. Et donc, nous, on va s'occuper de la partie distribution système sur la partie nord et est de la France.
Et donc voilà, l'idée c'est d'être au plus proche des clients et d'apporter du conseil et des solutions en étant vraiment à proximité des différents clients pour être plus réactif. Voilà, donc on est une soixantaine de collaborateurs et passionnés pour répondre à vos besoins. Donc la slide suivante. Voilà, donc nous, notre métier, c'est quoi finalement? Ça va être de distribuer des solutions de différentes marques, donc des capteurs, du logiciel de traitement et d'exploitation, et également apporter de l'autonomie à nos clients en les formant à l'utilisation de ce matériel et de ces logiciels, avec une hotline pour répondre aux questions, puisque Dieu sait si ces capteurs sont techniques et que parfois sur le terrain on a des questions, on a besoin en urgence une réponse. Donc on a une hotline qui est prévue pour ça et un service après-vente pour tout ce qui va être maintenance matérielle. Voilà, donc on a un relativement bon taux de satisfaction client sur ces trois sujets de service. Donc voilà, on fait en sorte au quotidien de toujours garder ce niveau de satisfaction. Donc là, les différentes marques. Donc historiquement, Positix a des marques que le groupe Géomesure dans son ensemble ne pourra pas proposer. Donc, ces marques-là, comme Rigel, ZF et Yellowscan, ce sont trois marques que l'on va proposer nous en national. Donc on va rayonner sur la France entière avec ces trois marques-là. Et les marques, pardon, Navis, X-Grill et DJI Enterprise, ce sont trois marques que l'on va avoir en commun avec Géomesure. Donc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure sur la carte, on va avoir chacun notre secteur. Géomesure plutôt le sud et l'ouest. Et là, je pense la majorité de ceux qui nous regardent sont plutôt en partie Hauts-de-France, Île-de-France. Donc, pour la partie Navis, X-Grill, DJI, ça sera avec moi. Donc voilà pour les différentes marques. Donc au niveau des différents capteurs, ce que l'on propose, on va avoir des choses pour l'acquisition massive, comme le MMS qu'on voit en bas à gauche, par exemple, de chez Rigel, ou alors des systèmes embarqués sur avion. Donc là, c'est vraiment de la campagne d'acquisition colossale, hein. C'est vraiment pour du national ou des grands secteurs. On va avoir du drone pour rester dans l'aérien avec des capteurs qui sont embarqués sur ces mêmes drones et des scanners dynamiques au sol, on va en parler beaucoup tout à l'heure, et des scanners statiques dont aujourd'hui je vais un peu moins parler puisque c'est une technologie que beaucoup d'entre vous maîtrisent, je pense. Donc on a peut-être moins de questions à ces sujets-là, mais voilà. Donc voilà pour Positix. Sachez qu'on fait d'autres types de services, mais qui sont complètement décorrélés de la 3D. On vend des centrales inertielles, des intégrations système pour tout ce qui est sur des sujets un peu différents. Donc je vais pas trop vous parler de ça aujourd'hui. Voilà, Clément, la présentation de Positix. Tu peux peut-être nous partager aussi la présentation de Limit Addict et ce que vous proposez. Ouais, merci Cédric. Je pense qu'on y voit tous un peu plus clair sur Positix. J'en profite aussi pour dire aux personnes connectées que ce webinaire est enregistré. Vous recevrez l'enregistrement à l'issue du webinaire et vous disposez également d'un chat pour poser toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. On y répondra soit au cours de ce webinaire, soit on a prévu un petit temps en fin de webinaire pour répondre à vos questions. Merci encore Cédric. Je vais présenter maintenant Limit Addict, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, qu'est-ce que Limit Addict? C'est un logiciel de dessin qui va être orienté métier, puisque c'est vraiment une solution qui va être proposée principalement pour les géomètres, même si à travers du module scanner, on va s'adresser aussi à d'autres corps de métier, mais principalement aux géomètres. C'est développé sur TopStation. Alors, TopStation, c'est une plateforme de dessin qui existe depuis les années 90, hein. Donc, c'est un logiciel qui a fait ses preuves en termes de stabilité et qui dispose d'un langage de programmation, le TopSRC,
et qui a permis en fait à des personnes de développer leur propre outil sur cette plateforme. C'est ce qu'a fait notamment Thomas Martel, le petit bonhomme que vous voyez ici. Alors je dis petit, mais pour ceux qui le connaissent. Et en fait, Thomas Martel, c'est un ingénieur. Il a été géomètre expert dans un cabinet du nord de la France qui travaille historiquement avec TopStation. Et donc, il était passionné de développement, Thomas Martel, et il a commencé à développer des outils pour le cabinet dans lequel il travaillait. Et il a décidé de commercialiser ces outils sous le nom de Limitaddict en 2017. Et depuis Limitaddict n'a fait que croître. Il est aujourd'hui bien entouré par des personnes qui sont au service du support technique et des formations. Donc c'est une belle réussite pour Limitaddict. Alors Limitaddict a deux modules principaux. On a un premier module qui s'appelle Topo foncier, qui va être lui plutôt dédié donc, au calcul des relevés plus traditionnels à la station totale ou au GPS sur le terrain et qui va permettre donc ensuite de produire du plan topo, mais également tout ce qui va être plan foncier, donc le plan de bornage, etc., avec la génération des documents administratifs. Alors, ce n'est pas le sujet du jour. On va plutôt se concentrer aujourd'hui sur la partie scanner 3D. Et donc, effectivement, Limitaddict dispose d'un module scanner 3D depuis quelques années maintenant. C'est un logiciel qui permet vraiment d'aller produire du plan, que ce soit du plan topo ou du plan d'intérieur, à partir de la donnée 3D issue des différents appareils. Voilà pour la présentation de Limitaddict. On vous fait un rapide petit tour de l'agenda d'aujourd'hui. Donc, on verra en première partie tout ce qui va être proposé par Positix en termes de solutions 3D. Ensuite, on passera sur la partie logicielle avec Limitaddict et comment on va traiter cette donnée 3D au travers de ce logiciel. On fera un petit point sur les nouveautés et sur la grille tarifaire. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, on aura un petit temps de questions-réponses à la fin de ce webinaire. Cédric, je te redonne la main. Je Ouais, te laisse je, poursuivre sur la je X. fais le partage d'écran de mon côté, du coup. Oui, ouais, je pense que Bon, tu peux. Je vais te confirmer si ça fonctionne. voilà. Est-ce que Ouais, c'est bon pour vous? c'est tout bon. Ok, parfait. Donc, dans un premier temps, je souhaitais vous présenter une partie de la gamme scanner 3D qu'on propose. Et j'ai choisi cette slide pour illustrer un peu que la technodynamique, c'est beaucoup plus mature maintenant et ça y est, c'est quand même devenu très bon. On n'est plus sur des prototypes qu'on avait il y a 4-5 ans où on avait un scanner qui marchait une fois sur deux en dynamique et qui n'était pas forcément très bon. Là, on a devenu, on a constitué maintenant chez Positix une gamme de scanners dynamiques. Donc, vous voyez qu'on en a 5 maintenant. Donc en fait, on va avoir en partie entrée de gamme, on va avoir X-Grid. Donc c'est les deux scanners qui sont à gauche, avec le K1, le scanner le plus à gauche, et le L2 qui vient de voir à Intergeo là, tout récemment son évolution, le L2 Pro. Donc il y a des améliorations que je pourrais vous partager plus tard sur ce nouveau produit. Donc, on pourra voir ça. Et sur la partie droite, donc les trois autres scanners, donc du milieu jusqu'à la droite, on va avoir la gamme de scanners Navis avec le tout nouveau MLX qui est au centre, le VLX2 et le VLX3, pardon, tout à droite. Voilà, c'est des scanners qui vont vous permettre de sortir des nuages de points exploitables dans Limitedit. Avant de présenter un peu plus en détail certains des scanners qu'on vient de voir,
Je voulais parler d'un sujet, le SLAM, puisque finalement c'est un point commun à tous ces scanners que l'on a choisis nous en distribution. Le SLAM, alors tout le monde parle de SLAM, c'est pas toujours évident pour chacun de savoir ce que ça veut dire. Chacun a sa petite définition. Je voulais juste reprendre quelques secondes pour voir avec vous et remettre à plat ce que ça veut dire le SLAM. Dans les scanners que je vais vous présenter, qu'on propose chez nous, le SLAM, le minimum pour pouvoir répondre à ça, c'est d'avoir un capteur. Donc nous, c'est du LiDAR. Il se trouve que d'autres capteurs peuvent être utilisés pour détecter l'environnement. Et donc le LiDAR, nous, va reconstituer finalement la scène. Et la centrale inertielle, là, qui s'appelle IMU, elle permet finalement de dessiner une trajectoire. Et donc, en fait, l'intérêt, c'est d'avoir ces deux informations-là corrélées l'une à l'autre pour pouvoir constituer finalement la réalité au plus proche. Et donc, ces deux informations-là vont s'aider pour pouvoir constituer le nuage de points final. Et donc, derrière, l'idée, ça va être d'utiliser ces informations-là, les passer dans un algorithme en temps réel ou en post-traitement, c'est-à-dire après l'acquisition. Et donc, on va avoir un nuage de points qui sera corrigé. Donc, la trajectoire de non-aperçu approximativement juste de là où on est passé avec l'appareil. Et le nuage de points, un petit peu comme avec le nuage-nuage, la fonction nuage-nuage qu'on connaît tous bien avec les scanners statiques, eh bien, de proche en proche, va rassembler et corriger à son tour du coup la trajectoire et l'améliorer. Et donc en fait, c'est l'association de ces capteurs-là et de l'algorithme qui va nous permettre de faire du SLAM. Donc en fait, le SLAM, c'est un terme technologique, hein. C'est pas le nom d'un appareil, et c'est juste un process qui permet de générer un nuage de points avec une technologie dynamique. Donc les gros avantages de cette technologie, ça va être d'être capable de prendre des mesures en dynamique. Donc forcément, on va aller plus vite. On va aussi être beaucoup plus complet, exhaustif dans la constitution de la donnée, c'est-à-dire qu'on va avoir un nuage de points où on aura très peu d'angles morts, comme on aurait avec un statique où on sait tous qu'on va avoir un angle mort au sol, derrière les meubles, etc. Quand c'est très encombré, on a vite des choses qui manquent. Là, l'avantage, c'est que tout sera bien complet. On n'a pas besoin d'antenne GNSS, donc c'est beaucoup plus simple dans la constitution du nuage de points et dans le post-traitement, j'ai envie de dire, et moins cher évidemment, puisque c'est moins de systèmes embarqués. Et donc l'assemblage du nuage se fait tout seul. Donc bah, moins de ressources humaines dédiées au calcul, donc potentiellement plus de temps pour répondre à d'autres chantiers pendant que le calcul se fait par la machine. Donc ça, c'est pour moi un point important. Je voulais juste le partager, que tout le monde compare tous du même point sur ça. Je ne sais pas si déjà certaines questions sont présentes ou pas. Est-ce que sur ce sujet-là, je suis assez clair ou peut-être certains ont des choses à rajouter? Pour moi, c'était très clair, Cédric. Et je crois qu'il n'y a pas de questions. J'ai regardé pour l'instant dans le chat, donc Donc on, tout le monde est d'accord. on est. C'est parfait. Si je dis pas de bêtises, c'est impeccable. Euh, Je vais me focaliser maintenant sur le premier scanner de la gamme. Donc le X-Grid. X-Grid, c'est la marque. K1, c'est le nom de l'appareil. Donc il est composé, je le disais tout à l'heure, donc d'un capteur LiDAR avec une capacité de 200 000 points par seconde. Une précision, donc le terme précision, c'est un peu un mot qui a été vulgarisé, mais là c'est la précision relative dont on parle. Donc de 1,2 cm. Quand on scanne une pièce, ça veut dire que les cotes dans un sens et dans l'autre vont être à 1,2 cm près les mêmes que si on avait pris par exemple un disto, euh, par exemple. Quand on prend deux cotes dans une pièce, on aura les mêmes cotes au centimètre près. Une portée alors de 40 à 70 mètres pour la portée max, ça va dépendre de la surface scannée. Un angle de visibilité, donc vous avez vu ce petit dôme au-dessus, c'est le capteur LiDAR, pardon.
Et donc, l'angle de visibilité, il tourne à 360 degrés sur lui-même. Et l'angle d'ouverture, finalement, ça va être 60 degrés. Donc, c'est assez sympa parce que ça permet d'avoir une bonne couverture sur l'information globale. On a des caméras de chaque côté, 28 mégapixels. Donc, ça génère une panoramique de 56 mégapixels à 360 degrés. C'est un appareil qui fusionne deux technologies, le SLAM dont on vient de parler. Alors, le SLAM image également. SLAM image, c'est un petit peu un terme vulgarisé pour que les gens comprennent assez facilement. C'est un peu la même chose que le LiDAR, mais avec des capteurs photo qui sont très spécifiques. On ne pourrait pas utiliser les mêmes capteurs photo que pour la colorisation. C'est vraiment des capteurs spécifiques à ça. Et donc, on peut également utiliser des points d'appui pour le recalage de la trajectoire avec l'embase qui est proposée, que l'on vient fixer finalement sous le socle et qui permettent de faire un géoréférencement. Pour tout ce qui est des accessoires, donc on va avoir finalement la possibilité de synchroniser un téléphone, un smartphone, alors avec Android ou iOS, hein, les deux navigateurs fonctionnent, les deux OS fonctionnent avec le Xgrid. L'intérêt de ça, ça va être de pouvoir finalement piloter le scanner avec le smartphone, avoir les retours des informations sur la batterie, sur le restant du stockage, savoir si on reçoit bien les informations sur le RTK. Quand on utilise une antenne RTK, nous, on ne la propose pas forcément puisque on ne met pas forcément cet appareil dans les mains de nos clients pour faire du mobile mapping, mais ça peut être fait. Et également, bien sûr, pouvoir la donner en temps réel et colorisée. Donc, on va avoir directement à l'écran, finalement, ce que l'on scanne en temps réel. On voit la trajectoire qui se dessine et ça permet de faciliter un petit peu l'acquisition. On peut prendre des points de calage, mais ça, je vous l'ai dit juste avant. Et c'est un appareil, finalement, qui pèse que 1 kg. Donc, il est plutôt très petit, très compact et qui intègre une batterie qui s'aimante avec deux petits crochets pour la sécurité quand même, il ne faut pas que ça tombe, très facilement. Donc là, on voit un peu la taille de l'appareil dans les mains sur la vidéo là-haut. Et chaque batterie va permettre de scanner pendant environ 1h30. Tout dépendra après de l'utilisation de l'opérateur, mais 1h30 sans s'arrêter, ça fonctionne très bien. Pour l'avoir pris en main à l'occasion d'un événement sur ton stand, c'est vrai qu'il est très léger et pourtant il paraît quand même assez robuste. Donc c'est vrai que Alors ça oui, fait pareil c'est léger. vrai qu'il est tout en aluminium, là où d'autres fournisseurs peuvent proposer des capteurs comme ça, un peu en plastique. C'est vrai que là, pour le coup, on a quand même un appareil qui est très bien fini. Je ne sais pas si ça se voit sur les photos, j'ai essayé de mettre des captures assez grosses. Mais en tout cas, il est très très bien fini et on a vraiment un sentiment de qualité. C'est Xgrid, une marque chinoise, donc certains peuvent avoir un premier a priori euh, parce que c'est une marque chinoise et on a tout de suite un mauvais a priori sur ce type de produit. Honnêtement, j'ai trouvé très, très agréable le niveau de finition et le sentiment de solidité du capteur. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose, je ne sais pas Clément, ce que toi, tu as ressenti, mais moi, c'est C'est ce que ça exactement m'a... ce que j'ai ressenti aussi. Ouais, tout à fait. Ok. Ensuite, on va parler du logiciel. C'est un algorithme finalement SLAM qui sera utilisé pour faire le calcul du traitement. Donc cet algorithme est disponible dans l'XL Studio, c'est le nom du logiciel. C'est un logiciel qu'on vient installer sur son PC. On a un dongle qui est vendu avec l'appareil dans la valise et ce dongle permettra donc de faire le calcul de la trajectoire, donc la consolidation, ajouter éventuellement même des filtres par rapport au mouvement. Donc, quand on va avoir des personnes autour de nous dans l'acquisition, ça permettra d'enlever un maximum de données qui ne sont pas désirables. Une réduction du bruit de mesure. Évidemment, quand on utilise du LiDAR, on a des algos qui existent aujourd'hui pour affiner et optimiser la qualité de la mesure.
donc cet algorithme-là rajouté dans le logiciel. Et on peut également rajouter, là on le voit donc sur cette petite slide, sur cette petite fenêtre, qu'on peut rajouter des points de calage. Donc finalement, on rajoute un fichier TXT et on va venir faire correspondre les points relevés sur le terrain avec l'appareil et les points relevés avec un autre appareil. Donc ça peut être avec un GPS, avec un autre scanner ou avec un taquet si on veut faire de la topo en extérieur, un petit complément. Ça peut être intéressant. Voilà, donc l'intérêt de ça, c'est qu'il n'y a pas de mise à jour à payer au fur et à mesure des années. Je te Voilà. coupe 2 minutes, Ouais, Cédric. On nous a mentionné que pour certaines personnes, elles étaient bloquées sur la slide 9. Moi, je vois bien tes slides actuels, mais peut-être que d'accord. tu peux repartager l'écran pour voir si D'accord, attends. ça résout le problème pour ça. Alors, hop, euh, je vais arrêter le partage. Slide 9, là on est à... Ah oui, s'ils sont restés à la slide 9, c'est celle-ci. Et ça va, tu expliques très bien, donc on a pu suivre quand même. J'espère que c'est pas trop dérangeant. J'ai vu tes slides pour ma part, mais a priori, il y a 2 personnes qui étaient bloquées sur la slide 9. Est-ce qu'on récupère tout le monde là? Là, j'ai repartagé l'écran. C'est bon pour vous? Clément, c'est bon pour toi? Non, je vois pas ton écran. Alors attends, je vais essayer. Moi, c'est bon. Tu vois son écran, hein. A priori, c'est bon. C'est bon pour tout le monde. Ok, bon, bah, si c'est bon pour tout le monde, je poursuis. Donc voilà, je parlais donc de l'XL Studio, qui est le logiciel installé sur PC pour finalement le calcul des données du XGrid Carin. Donc voilà un peu le type de rendu qu'on va avoir. Là, c'est une vue de dessus dans des bureaux. Voilà, donc on a quand même un bruit de mesure qui est assez satisfaisant pour faire des relevés de surface, des relevés de copro. Voilà la colorisation, ce que ça peut donner. Vous avez en même temps la densité, le niveau d'intensité de points qu'il peut y avoir. Et là, une vue globale un peu sur l'ensemble du relevé qui a été fait. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un capteur finalement qui va pouvoir être utilisé pour faire quoi? De la surface, par exemple en copropriété. On ne va pas forcément être dans des niveaux de précision millimétriques. Là, on va avoir finalement un bruit de mesure qui va être de 2 cm, 2,5 cm. Donc, c'est relativement intéressant pour faire de la surface, du complément topographique. Quand on a par exemple fait un niveau, un bâtiment, et qu'on a éventuellement les avoisinants topographiques du bâtiment à dessiner, ça peut être largement suffisant et éventuellement compléter du matériel que vous pouvez avoir avec du scanner statique. Quand vous faites par exemple l'extérieur avec du scanner statique pour avoir les façades et éventuellement la partie commune du bâtiment, vous pouvez rayonner ensuite avec ce scanner dynamique-là qui vous permettra d'aller plus vite et de finalement faire les surfaces d'un bâtiment en intérieur plus rapidement. Je passe sur la partie VLX qui finalement, lui, c'est une offre qui se décompose en 2 scanners. On a le VLX2 que vous voyez ici un petit peu plus à gauche et le VLX3 avec les capteurs noirs là, qui sont là. Donc, c'est 2 VLX différents qui sont très, très, très semblables, hein. On a quasiment la même structure pour l'un que pour l'autre, à la distinction près qu'on a des capteurs LiDAR qui sont plus puissants sur le VLX3. Je reviendrai sur ce sujet-là un petit peu en fin de présentation pour expliquer la différence de l'un par rapport à l'autre et ce que l'un propose vis-à-vis de l'autre.
Donc, les deux intègrent deux têtes LiDAR, donc ce qui est un point extrêmement important, puisque finalement, ça va permettre une capture beaucoup plus complète, avec un bien meilleur calcul de trajectoire pour des zones qui sont parfois complexes pour le SLAM dont on parlait tout à l'heure. Le fait d'avoir deux capteurs et donc un en tête va permettre de garder le cap. Donc on va toujours avoir finalement les quatre murs de la pièce, des éléments qui sont plutôt loin, et à l'inverse, le capteur ventral qui lui va venir densifier la zone que l'on est en train de scanner, donc le sol, le plafond, les murs, et les éléments proches. Donc voilà, c'est assez intéressant pour ça. C'est ce qui fait pour moi la différence entre le VLX et les autres solutions avec un seul capteur, c'est que on est toujours avec un maximum d'informations 3D qui fait qu'on a très très peu de dérives. 4 caméras, donc 4 fois 20 mégapixels. Les deux scanners ont les mêmes caméras. Elles sont positionnées en hauteur pour finalement générer une visite virtuelle avec des images à 360 et la colorisation du nuage de points qui, vous allez le voir à la fin, est assez satisfaisante et rapide surtout. On a un design très ergonomique qui lui est assez singulier. Je pense que on ne peut pas le confondre avec un autre scanner. C'est sûr. C'est assez on va dire, singulier. Il est réglable pour les personnes plus petites ou les personnes qui sont beaucoup plus grandes. Chez nous, on a des personnes qui ont vraiment de tailles différentes. Ils n'ont pas du tout de soucis pour l'utiliser. Elles l'adaptent tout à fait à leur morphologie avec finalement une petite réglette, je ne sais pas si vous voyez, mais vous avez un petit profil au niveau de la ceinture qui vient s'allonger ou se rétracter pour s'adapter à la taille de la personne. Des tampons souples au niveau des épaules pour éviter de traumatiser trop la partie trapèze de l'opérateur. C'est vrai que c'est quand même un scanner qui est fait pour faire des grands relevés. Donc on se retrouve parfois à faire des campagnes d'une semaine facilement. Moi, j'ai jamais trop de mauvais retours à ce niveau-là. Quand on me fait un retour, en général, c'est que la personne ne porte pas toujours très bien. C'est pour ça que j'aime bien passer du temps, au moins 5 minutes avec la personne pour bien régler tout ça avant de commencer. Et un écran tactile qui, finalement, un petit peu comme on le voyait avec le X-Reel, bah, c'est le tableau de bord de l'appareil. On voit sa trajectoire en temps réel. On voit les points de calage qui ont été relevés. On a la possibilité même de voir les photos qu'on a prises, si on a besoin de les reprendre, la durée, on peut faire pause, on peut voir se déplacer dans le nuage, voir si on n'a rien oublié de scanner. C'est vraiment assez pratique. Ça permet aussi de rien oublier quand on scanne sur un site. Le pire, c'est d'oublier de scanner une pièce. Là, on voit tout de suite qu'il n'y a pas de manquant, ou alors qu'il y a un manquant et on peut aller compléter. C'est très, très apprécié. Et tout ça avec les deux mains libres. Donc on peut ouvrir les portes, fermer les portes seul, sans avoir besoin d'un deuxième opérateur. Donc ça, c'est un point qui est important aussi. Plutôt pratique, oui. On a également un système pour pouvoir prendre des points de calage. Donc souvent, c'est pour du géoréférencement. Ça peut être aussi pour ajouter de la contrainte à la trajectoire dans une zone qui est plutôt complexe. Si on a un couloir d'une cinquantaine de mètres, je ne vous cache pas que prendre des points de calage, c'est plutôt recommandé. On peut prendre des points de calage au sol et au mur. Donc ça permet facilement de faire un assemblage avec un deuxième scanner qui serait lui par exemple un statique ou un autre dynamique d'ailleurs. Donc on peut facilement rattacher les deux données en utilisant ces points de calage et on tout de suite après calcul avoir un nuage qui se trouve au bon endroit, directement recalé avec un autre jeu de données. Donc voilà le type de rendu qu'on peut obtenir. Donc finalement en intérieur, on voit un peu quand même l'écart avec le X-Grid qui lui serait plutôt un scanner d'entrée de gamme et le VLX qui lui est plutôt dans les scanners haut de gamme, avec une petite coupe qu'on voit ici à gauche sur une ouverture, une porte. En vue de dessus, on voit. Distingue bien le détail. C'est vrai que
c'est très très propre, hein, Hmm. comme image de On prise. est on est finalement assez proche du scanner statique. Ce que moi j'apprécie beaucoup, c'est que c'est très complet. Vous voyez, à certains endroits où on n'aurait fait qu'une seule station dans chaque pièce par économie de temps sur le terrain, vous voyez que là, le nuage, on fait le tour des tables, des bureaux assez vite. Donc, du coup, il n'y a pas cette notion de concession sur le temps passé ou sur la qualité de la donnée qu'on livre ou que l'on capture. Donc, bah, c'est un peu l'intérêt du dynamique, comme je le disais tout à l'heure, hein. Là, on a des résultats aussi sur des surfaces un peu complexes. Alors, c'est vrai que souvent, on nous pose la question en industrie, comment ça se passe sur les surfaces métalliques un peu brillantes. Bah là, on a un exemple parfait pour comprendre quel retour on a sur le lidar et sur la photo. Donc, on voit quand même qu'on a pas mal de points, même sur des surfaces complexes. Donc, c'est assez agréable de pouvoir scanner ce type d'endroit sans passer trop de temps non plus. Pareil, très exhaustif, on a beaucoup d'éléments, on voit quasiment 100% de l'environnement scanné. Les façades, donc on peut faire du scan de façade, oui. Alors on ne va pas scanner une façade de 200 mètres, hein, je vous rassure, ne jetez pas les scanners statiques à la poubelle. Vous pourrez faire des façades, mais vous irez sur des façades un peu comme celle-ci où il y a un petit peu de travail, c'est pas des façades très complexes, mais il y a quand même un peu de travail sur la façade, c'est pas une façade en bardage toute lisse. Voilà, vous irez rarement au-dessus du R+3, R+4 pour, euh, pour aller dessiner les éléments de la façade. Donc c'est intéressant, oui, mais nécessite parfois sur des bâtiments plus hauts d'un complément en scan statique. Là, vous voyez, par exemple, on passe sur du VLX3. Là, tout ce que je vous ai montré avant, c'était du VLX2. Là, le VLX3 sur de la topo. Vous voyez un peu la densité de points, la qualité de la colorisation. Moi, je trouve ça assez bluffant de se dire qu'on arrive à des résultats comme ça en finalement quelques minutes d'acquisition. Euh, donc, moi, je suis assez. Ça, c'est une démo que j'ai faite, hein, c'est pas du tout un jeu de données qui nous a été donné parce que c'est très, très, très beau, vous voyez, hein. C'est des choses assez sympas quand même, qu'on C'est le obtient genre sur des jeux. de topo qu'on aime bien relever, effectivement, hein. Oui, c'est vrai que l'endroit en plus est sympa, donc ça déplaît pas. Mm. Et il y a du travail sur les façades, on les voit, il y a finalement du calpinage de pierre qu'on pourrait très bien dessiner, donc voilà, c'est vraiment assez sympa. Et en voirie, donc pour ceux qui doutent encore, on peut faire de la topo même sur de la voirie. Donc effectivement, sur des voiries comme celle-ci, où on est finalement dans un espace assez dégagé, moi je recommande toujours de prendre des points de calage, ne serait-ce que pour finalement respecter la géométrie dans son ensemble. Moi je recommande de prendre un point environ tous les 50 mètres pour pouvoir faire de la voirie comme celle-ci. Euh, donc voilà, on a un excellent retour sur l'utilisation du VLX même en topographie. Vous avez à gauche la partie colorisée en haut à gauche. Et à droite, vous avez le retour d'intensité qui est excellent. Donc le VLX3 a un retour d'intensité encore meilleur que le VLX2. Donc là, on voit qu'on c'est vraiment très proche du scan statique. Je ne sais pas ceux qui ont du scan statique ce qu'ils en pensent, mais en tout cas, moi, pour avoir pas mal travaillé avec du scan statique avant, j'ai été assez agréablement surpris de voir ces résultats-là sur du dynamique. Pour la partie logicielle, donc le Navis propose une solution en ligne. Donc on est sur une solution full web avec donc un workflow qui est le suivant, où on va finalement mettre en ligne les Je, données qu'on a relevées je sur le coupe terrain. deux Oui, secondes, Cédric, désolé. J'ai vu qu'il y avait deux petites questions, je pense, qui sont oui. relatives au VX. Il y a une première question, c'est le scan se trouve à combien de centimètres au-dessus de la tête, à peu près? Hop, c'est assez précis comme question. Je ne saurais pas. En Alors là, fait, si on, je pense que là, là, il y a deux questions similaires et a priori, c'est pour savoir si, on si peut on mettre un passe casque.
de l'embrasure d'une fenêtre, d'une porte ou d'une fenêtre peut-être. Alors, moi, je fais, pour répondre à la question, je me la suis posée, je la rencontre au quotidien sur les démos. Je fais 1,79 m pour être précis, et je passe avec les deux systèmes sous des portes de 2,04 m. Voilà. Ok. Bon, Si toutefois l'opérateur est plus grand, parce que je ne suis pas la personne la plus grande du monde, mais si j'ai des clients qui sont plus grands, fréquemment, et qui ne passent pas les portes sans baisser le système, dans tous les cas, on peut basculer le système en avant. Il est prévu pour ça, et c'est pour ça qu'il n'est pas attaché comme un sac à dos. Parce qu'avec un format sac à dos, on sera obligé de fléchir les jambes. À la fin, on s'esquinterait et on risquerait de casser le matériel. Là, celui-ci est fait pour être basculé en avant. On passe la porte et on le remet sur les épaules. C'est pas du tout gênant pour le calcul de la trajectoire. Il est fait pour ça. Voilà. En tout cas, je vous rassure tout de suite, si on ne pouvait pas passer les portes confortablement, on aurait beaucoup moins de succès avec cet appareil-là. Voilà, on n'est pas obligé de plier les jambes à chaque porte. On bascule l'appareil en avant, on le remet, ça évite de se casser le dos. Est-ce que ça répond à la question? Mais en gros, j'imagine que par déduction, on a à peu près 25 cm au-dessus de la tête. Et on peut mettre le scanner, on peut le porter et avoir un casque de chantier. Ça passe également si c'est une des questions qui est posée. On peut aller scanner sur chantier en respectant les règles de sécurité. On te remercie pour ta réponse dans le chat, donc c'était parfait. Merci, Cédric. Super. Je reviens sur la partie donc logicielle où on va avoir une première partie processing, une deuxième partie qui va nous permettre de reconstituer une visite virtuelle. Donc la partie processing, c'est Agent Processing, où on va finalement uploader les données sur son espace utilisateur. Donc là, l'espace utilisateur, il est dédié à chaque propriétaire de scanner Navis. On a un abonnement qui permet de faire du processing. Donc on va lancer finalement chacun des jobs qu'on a fait en relevé. On va venir choisir ses paramètres de calcul. On lance le calcul et on va avoir, après quelques heures de process, un nuage de points. Donc, comme on le voit sur le deuxième onglet, un nuage de points qui peut être ensuite assemblé directement sur Avion Core, qui permet de faire la visite virtuelle. On assemble ces jeux de données les uns avec les autres, comme on le ferait avec du statique. La différence, c'est que là, ce n'est pas des stations, c'est des jobs complets. Donc, quand on fait un assemblage, on a rarement beaucoup de jobs à assembler les uns avec les autres, sauf pour les très très grands projets. C'est fait pour ça, hein, de toute façon. Mais on va aller beaucoup plus vite dans l'assemblage puisque les jobs seront beaucoup plus grands. Et ensuite, on peut faire une visite virtuelle, donc proposer éventuellement soit aux personnes en interne qui dessinent une visite immersive pour savoir ce qu'on a dans le nuage. Des fois, on a besoin de voir les choses plus précisément sur des petites choses. Je pense souvent le sujet, c'est les bouches à clés qui sont des petits éléments à identifier. Donc là, on peut venir l'identifier dans la photo quand c'est pas suffisamment net dans le nuage. Euh, et proposer éventuellement à vos clients une visite virtuelle afin qu'ils puissent toucher un peu du doigt la 3D que vous leur faites, parce que souvent, la 3D ne se traduit que par un plan vecteur en 2D, parfois en maquette, et finalement, le tel que construit, là, peut être visualisé grâce à cette application. Donc, je vais vous partager la vidéo par rapport à ça. Alors, je ne sais pas s'il faut que je coupe le son ou pas. Voilà, parfait. Donc là, vous voyez, vous avez un portail avec un identifiant, un mot de passe, hein, c'est assez classique. Et vous avez l'ensemble de vos relevés qui est répertorié sur une map et sur un déroulant à gauche, où vous allez pouvoir accéder au projet en question. Donc en fait, en cliquant dessus, vous atterrissez directement sur votre projet. Vous avez l'ensemble de vos données qui va être
finalement répertoriées dedans, avec la position ici de toutes les photos 360. Donc c'est dynamique. Vous pouvez inverser et afficher un petit peu comme ça vous plaît, soit la photo en grand, soit le plan en vue de dessus en grand. On navigue un petit peu façon Google Street Map dans les photos les unes après les autres. On peut prendre des mesures en 3D. Vous avez tout un tas d'outils pour prendre des mesures sous toutes les formes. Donc ça, c'est assez intéressant. Je pense parfois à certains clients qui vous harcèlent pour avoir un plan et finalement juste une cote qui les intéresse pour finir leur projet. Et de cette manière-là, vous vous libérez un peu de cette pression en leur donnant accès aux données et en leur donnant finalement un début de livrable grâce à ça. Voilà, donc c'est vraiment un logiciel qui est fait pour exploiter les données en 3D. C'est pas un logiciel technique où vous allez faire du plan, des choses comme ça, mais plutôt adapté à la visite virtuelle en 3D également. Voilà. Enfin, Alors, pour conclure sur la partie scanner, oui, Cédric, il y a une petite question à laquelle on n'a pas répondu. oui. On nous posait la question, les scanners signalent-ils immédiatement après acquisition la qualité de calcul? En cas de mauvaise fermeture, ce qui doit arriver, demande-t-il à faire une acquisition de meilleure qualité de précision? Alors, on va avoir finalement sur le X-Grid, on va avoir ce type d'information-là euh, uniquement quand on aura pris les points de calage. Donc, on va avoir les écarts sur les points de calage. Si jamais on n'est pas bon, je ne vous cache pas que la plupart du temps, il y a deux réponses à ça. C'est soit l'environnement scanné est absolument inadapté au scanner, ou alors la méthode de relevé n'a pas été respectée. Et la deuxième option, c'est que le point relevé, et là c'est un peu plus cocasse, c'est que le point relevé n'a pas été le même que le point identifié. Et des fois, certains utilisateurs ne relèvent pas. Je prends un exemple que j'ai eu plein de fois en démo. On va relever l'angle d'une plaque pour prendre un point de calage. Le relevé qui a été fait avec l'appareil, c'est le point en haut à gauche, et moi j'ai relevé le point en bas à droite, par exemple. C'est un cas assez fréquent. C'est pour ça qu'il faut quand même être assez rigoureux dans la manière dont on prend ces fameux points, puisque l'appareil, lui, prend ça comme une référence absolument juste et finalement va compenser la trajectoire sur ce point-là. Il va pas déformer au-delà de ce que le slam va accepter, mais il va contraindre et essayer d'y passer. Donc après, on va avoir une erreur résiduelle qui sera affichée si on n'arrive pas à atteindre le point de calage. Voilà, Super, donc merci. Merci pour ta réponse. Il y a d'autres questions, mais je pense qu'on ouais, aura d'y revenir en fin de présentation. Ne vous inquiétez pas. Je on peux vous oublie te pas. rappeler que Cédric l'heure tourne, mais je pense que tu maîtrises. Mais pour te rappeler il est 11h52, donc des fois on est Ouais, un peu dans sa présentation. C'est juste pour te faire un ouais, point. ouais. Ok. Donc voilà, donc là on a les spécifications produits. Je vous laisserai les lire seul. Juste, je mets bien un point et un accent là-dessus. C'est que, à mon sens, la ligne précision absolue, j'aime pas l'afficher. Pourquoi? Parce que les fournisseurs mettent toujours un chiffre pour faire plaisir aux gens. Et chacun va avoir sa méthode de relevé. Et donc, bah, le résultat de la précision absolue dépend évidemment de l'environnement que l'on scanne, dépend de la méthode d'acquisition et des contraintes qu'on vient ajouter au calcul. Donc, il y a plein de façons de scanner et tous ne sont pas équivalentes. Donc, pour moi, ces valeurs-là, je n'aime pas les mettre. Je trouve qu'elles n'apportent rien. Et, euh, et ça permet évidemment d'avoir un ordre d'idée, mais pour moi, c'est pas une information qui est bonne à retenir pour l'analyse d'un scanner. Ce que je veux juste préciser, c'est que là, à l'écran, le MLX que l'on voit au centre affiche des spécifications en précision et en bruit de mesure
meilleur que le VLX2. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il a un seul capteur et en précision absolue, avec une trajectoire identique, on aura de moins bons résultats en précision absolue qu'un VLX2. Parce qu'il n'a qu'un seul capteur. Pourtant, il prend légèrement plus de points même. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la méthode d'acquisition va induire directement le résultat. Donc le MLX, on pourra avoir des résultats meilleurs que le VX2 ou équivalents, mais il faudra être beaucoup plus rigoureux dans l'acquisition, peut-être parfois passer un peu plus de temps que les deux VLX en général. Voilà, on va passer à la suite. Je vais vous présenter maintenant la partie drone. Donc, il faut savoir qu'on présente et qu'on propose également des drones pour faire de l'acquisition 3D. Donc, on va se focaliser essentiellement hop, voilà, sur de la technologie drone embarquée, où on va pouvoir faire de la 2D, de la 3D par photogrammétrie ou par LiDAR. C'est deux technologies sur lesquelles je vais me concentrer. L'inspection thermique et visuelle, je vais peut-être moins en parler. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc, on va avoir le M3E, qui est le scanner finalement le plus petit de la gamme de chez DJI, donc qui va être le plus petit de la gamme Enterprise, parce que vous avez plusieurs gammes chez DJI. Nous, on distribue essentiellement la gamme Enterprise, qui est vraiment dédiée aux professionnels de la mesure. Donc, il fait moins d'1 kilo, avec une autonomie qui est passée maintenant sur des longueurs à 45 minutes. On peut vraiment faire des très grands relevés, même avec une seule batterie. Un module RTK qui est amovible finalement. Si vous avez plusieurs drones différents, vous pouvez sur le Mavic le faire passer d'un système à l'autre. Et un système de détection d'obstacles qui va permettre d'éviter éventuellement, si l'opérateur ne s'est pas rendu compte, d'éviter les obstacles automatiquement. L'intérêt de ce produit, c'est qu'il va être assez accessible, hein. On est maintenant sur des drones avec moins de 5 000 € de budget. La contrepartie, c'est que ça va être un système capteur photo qui sera fixe, on ne pourra pas le changer. Donc, bon, après, au vu du budget, ce n'est pas tellement grave. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a le thermique, le Enterprise, donc comme celui-là, et le multispectral. Donc, c'est 3 capteurs différents. Si vous voulez les 3 capteurs différents, il faut racheter les 3 drones. Donc, voilà le type de rendu qu'on peut réaliser. Donc, en photogrammétrie, là, a été scanné tout le carrefour. Donc, et donc, derrière, vectorisé sur des logiciels comme Imitaddict pour faire un rendu topographique et un rendu client en 2D +1, très probablement. Voilà ce qu'on peut faire d'autre après, avec une approche un petit peu plus génie civil. On va avoir finalement la possibilité de faire la façade des piles du pont et le tablier et avoir un rendu topographique comme on a là sur l'élévation en partie basse. Les différents sujets majeurs, ça va être tout ce qui est modélisation 3D bâtiment. Souvent, c'est de l'historique parce que c'est intéressant, il y a plein de détails qu'on peut avoir avec les façades. Historiquement, les carrières avec les calculs de cubature, bien sûr, vous pouvez faire ce genre de relevé avec ça. Les aménagements projets routiers, comme je vous l'ai montré juste avant, et l'inspection visuelle. On a également, donc, dans la gamme, le Matrice 350 RTK, avec une radiocommande beaucoup plus confortable, un écran bien plus grand et des boutons que l'on peut presser directement. Quand on a des gants, c'est souvent pratique. Avec une autonomie encore plus poussée, 55 minutes, des détections d'obstacles, pareil, omnidirectionnelles, avec encore plus de capteurs, et des batteries intelligentes qui vont gérer les charges automatiquement pour éviter de détériorer prématurément. Donc l'intérêt de ce drone-là, c'est qu'il va être multicapteur. En fait, on a un drone et sur lequel on va venir fixer la nacelle qui nous intéresse avec le capteur. Par exemple, ici, le LiDAR L2 à gauche et la P1 qui est à droite et qui est un capteur photogrammétrique également. Donc on peut faire à la fois de la photogrammétrie, à la fois du LiDAR. On peut faire de la thermique, il y a des caméras thermiques. On peut finalement embarquer tout type de capteur. C'est vraiment un drone pour faire tout type de prestations.
Donc voilà, les applications qui, elles, sont dédiées souvent sur la 3D. On va avoir tout ce qui est topographie. La plus-value du LiDAR L2 ici, ça va être finalement de venir, alors on le voit très bien sur cette image, capter la partie au sol qui se trouve ici par rapport au feuillage. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en photogrammétrie, on aurait uniquement la partie haute du feuillage. On n'aurait absolument pas la capacité de faire un MNT, souvent c'est le sujet, par rapport au sol. Et bien, éventuellement, on peut scanner des infrastructures électriques pour tout ce qui est câble relativement fin. On arrive à scanner mieux avec un LiDAR que de la photo. Voilà le type de livrable qu'on peut sortir un peu automatiquement maintenant. Tout ce qui est courbe de niveau, point avec un point régulier, c'est toujours un peu plus sympa de pouvoir le sortir automatiquement. C'est très facile. J'ai un cas d'usage pour terminer sur un projet que j'ai scanné donc, avec le Navis et au drone. L'intérêt de tout ça, c'est d'avoir une complémentarité intérieure-extérieure du bâtiment, mais aussi toiture, parce que toutes les toitures ne sont pas toujours accessibles facilement. Donc là, j'ai fait un projet l'autre jour avec un client pour scanner un château. Donc la partie extérieure a été relevée finalement en 22 minutes. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, on a 170 mètres linéaires de façade, donc avec une fauchée de 25 mètres minimum. Donc 22 minutes pour scanner l'extérieur. 45 minutes pour scanner l'intérieur. Donc on avait 3 plateaux d'environ 1000 mètres carrés chacun. Donc 45 minutes pour scanner 3000 mètres carrés, je pense que c'est un score qu'on peut difficilement battre Plutôt avec. C'est l'intérêt du produit, c'est scanner vite et en couleur. Donc il n'y a pas de concession sur la colorisation du nuage. Et enfin, la partie toiture, qui n'était pas accessible facilement, avec le M3E, donc c'est le plus petit des deux drones que je vous ai présenté, en photogrammétrie, donc 20 minutes pour scanner la partie toiture du bâtiment. Donc ça vous laisse voir un peu finalement le temps qu'on aurait passé sur le projet sur le terrain. Donc on a un petit peu plus d'une heure, 1 heure et demie à peu près, pour scanner tout ça. Et voilà le rendu en 3D de ce que cela va donner. Donc la partie toiture en drone, la partie façade et intérieur en scanner, qu'on voit voilà, les différents rendus du nuage de points. Donc là, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, personnellement, je sais que je trouve ça assez rond. Je trouve que c'est non, assez exploitable. le rendu est plutôt propre, effectivement. Pour pouvoir l'exploiter derrière, c'est un plaisir d'avoir ce type de jeu de données. C'est sûr, c'est toujours mieux quand c'est propre. Là, en intérieur, on voit que voilà, je suis passé sur les différents plateaux. J'ai fait un petit zoom là, sur la partie escalier pour qu'on puisse voir un peu la finesse du nuage. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous faire connaître dans le chat pour avoir éventuellement un jeu de données si vous voulez voir ce que ça donne sur le K1 ou sur les autres scanners. Je pourrais éventuellement aussi vous donner des liens pour accéder au jeu de données. Et la partie toiture au drone. Donc on voit qu'on a quand même une donnée qui est relativement homogène entre les deux capteurs. Donc c'est ça qui est intéressant aussi. C'est de ne pas avoir des choses complètement décorrélées. Donc c'est plutôt sympa de pouvoir faire ça et de faire un assemblage de tous ces jeux de données dans un même logiciel. Voilà pour ma partie. Voilà, j'arrête le partage. Je ne sais pas si vous avez des questions. En tout cas, n'hésitez pas à les poser avant que je passe la main à Clément pour Limite Addict. Voilà, j'ai partagé mon écran. J'espère que c'est OK pour tout le monde cette fois-ci. Limite Addict.
Donc, je vois que certains souhaitent avoir des jeux de données, mais je leur ferai éventuellement des exports dans le format qu'ils souhaitent. Il y a du LAS, du E57, du RCP, on peut faire un peu ce qu'on veut. RCS, sans problème. Pour ce qui est tarification, euh, demandez-moi, je vous laisse éventuellement m'écrire. J'ai mon adresse qui sera donnée à la fin de la présentation. Je vous laisserai m'écrire éventuellement, je répondrai à ce genre de sujet parce qu'on ne va pas aborder tout ça ici. Pas forcément le lieu pour échanger là-dessus, mais voilà, on pourra bien sûr échanger là-dessus. Voilà, en tout cas, s'il y a des questions autres, n'hésitez pas, on prendra le temps, même à la fin de la présentation de Clément, pour revenir dessus si besoin. Et Clément, je te laisse démarrer ta présentation. Puis je t'alerte si jamais il y a des questions. Ouais, merci Cédric, c'était très clair. Je crois qu'il y a encore d'autres questions, mais je propose qu'on y réponde tout à la fin, d'ici une petite demi-heure, euh, pour, euh, pour pouvoir répondre précisément à tout le monde. On va passer effectivement sur la partie limite addict. Moi, ce que j'aime bien chez Positix, c'est ils ont une offre d'appareils qui est très complémentaire avec des jeux de données très divers. Et c'est toujours un plaisir d'avoir des jeux de données qui viennent de différents scans et de voir justement comment on va pouvoir les exploiter avec Limit Addict. Euh, donc là, je vais passer à la partie plan d'intérieur. On va voir justement comment on peut exploiter ces jeux de données pour produire du plan d'intérieur. Hop, voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que Limit Addict cherche quand même le plus d'interopérabilité possible. On a vu que chez Positix, il y a différents constructeurs, il y a différents types d'acquisition, que ce soit par voie aérienne, en statique ou en mobile mapping. Donc, Limit Addict va accueillir tous ces jeux de données. On va intégrer notamment du LAS ou du LAS pour tout ce qui va être un scanner dynamique. Et puis, on va intégrer pour tout ce qui est scanner statique du E57 structuré. Le E57, ça va permettre dans Limitadik d'avoir une visite virtuelle assez facilement, puisqu'on récupère un scan, un nuage de points par scan. Pour le reste, on va aussi intégrer les imageries 360 des scanners dynamiques. Ça permet également d'avoir une visite virtuelle, puisque Limitadik va venir géoréférencer via les données chaque image panoramique pour pouvoir naviguer dans cette vue 360 superposée au nuage de points. Alors avant d'attaquer la partie démonstration, un petit exemple de ce qu'il est possible de produire avec ce module scanner chez les Metallic. Par exemple, ici, on a un hôtel Ibis qui a été relevé au scanner. C'est un hôtel qui est sur 4 niveaux, qu'on considère plutôt comme du bâtiment récent qui intègre environ 1700 mètres carrés d'intérieur. Et ça, il faut compter environ trois petites journées de bureau pour dessiner les différents niveaux avec Limit Addict. Sachez qu'en plus de ça, alors on ne voit pas très bien sur le visuel, mais sur le niveau de détail, on va intégrer dans ce rendement les surfaces des pièces, les hauteurs d'allège, les dimensions d'ouvrant. On va plutôt loin dans le détail pour ce type de productivité. Alors, comment ça fonctionne? Euh, Limit Addict ne va pas finalement géoréférencer et assembler les nuages de points. Ce que fait Limit Addict, c'est exploiter la donnée une fois qu'elle est recalée et géoréférencée par les logiciels que Cédric nous a présentés juste avant. Et une fois que cette donnée est intégrée dans Limit Addict, on va pouvoir produire du plan. Donc, quand on intègre le nuage de points dans le logiciel, on va récupérer, alors on voit ici en bas de l'écran, une ortho-image sur laquelle on distingue des pastilles. Ces pastilles, elles représentent finalement la position des scans, si on est en scanner statique, et la position des imageries 360 si on est en dynamique. Ça permet d'aller facilement naviguer dans le nuage de points au travers de la visite virtuelle en allant cliquer sur l'une de ces pastilles
On va pouvoir également trier par couleur et par altitude dans le chantier si on travaille sur différents niveaux. Donc une fois qu'on va ouvrir le nuage de points, alors ici on est sur du Navis VLX. Euh, on ouvre la visite virtuelle qui est intégrée à l'Imitadict et qui permet donc de naviguer au travers des scans. Sachez que derrière l'image 360 qu'on voit ici, apparaît le nuage de points, ce qui permet de corréler voilà, l'imagerie 360 au nuage de points quand on va vouloir vectoriser les éléments. C'est assez sympa quand même de voir qu'on peut naviguer très simplement comme ça. Ouais, Et dessiner surtout en intérieur, c'est toujours une vraie question. ouais, c'est plutôt intuitif, effectivement. Alors, on va voir qu'on va privilégier la visite virtuelle pour vectoriser, mais ça n'empêche pas toutefois de générer une ortho-image. Donc, l'Imitadict gère complètement cette partie. Vous pouvez créer des coupes dans le visualiseur de nuages de points de l'Imitadict et générer donc des ortho-images qui viennent se géoréférencer automatiquement dans TopStation. Ça permet surtout d'avoir un fond de plan pour contrôler que ce qu'on va vectoriser dans la vue 3D se superpose bien avec notre coupe. Et quelquefois, ça permet d'aller chercher d'autres détails qui sont moins accessibles sur la visite virtuelle. Alors, la visite virtuelle, on va passer ici sur du statique, hein. Donc, ça marchera exactement pareil sur du dynamique avec l'imagerie 360. On vient naviguer dans cette vue, on clique directement dans le visualiseur les éléments qu'on veut vectoriser, et ces éléments se dessinent automatiquement dans la partie plan à gauche. Donc on dessine une polyligne finalement ici, et cette polyligne va, à l'issue de la vectorisation, créer automatiquement un objet de pièce sur lequel des données vont être automatiquement corrélées. Donc ça va être par exemple les cotations périmétriques de la pièce. Donc si vous prêtez attention aux détails, au moment de la vectorisation, on vient non seulement dessiner le contour de la pièce dans la vue 3D, mais on vient également cliquer un point au sol et un point au plafond. On va le voir juste ici, juste après, une fois qu'on aura dessiné la pièce. On vient cliquer un point au sol et un point au plafond et ça permet de renseigner des données altimétriques dans notre plan. Donc se renseigne automatiquement le Z-sol de notre pièce et la hauteur sous plafond qui est déduite. Voilà, on le voit juste ici. Je montre ce que ça donne hein, sur du scanner dynamique avec le VLX ici. Euh, L'Imitadic vient mettre vient passer en surbrillance les points du nuage de points autour du curseur pour voir un petit peu ce qu'on est en train de dessiner. Et ça permet de ne pas passer au travers d'un maillage de points, puisque quand on travaille sur du dynamique, on affiche tout le nuage de points en même temps. Et donc, pour éviter de passer à travers la cloison et d'aller chercher un point derrière, il y a un petit algorithme qui vient grossir virtuellement les points autour du curseur pour éviter de passer au travers du maillage de points. D'accord, c'est top. C'est vrai que sur des nuages où il n'y a pas trop de densité, Voilà. on appelle des nuages un peu clairs, on Ouais. pourrait facilement passer à travers et là tu fais un peu la parade avec ça. C'est exactement ça, ça évite les erreurs. Ok. Pour dessiner tout ce qui va être ouvrant, on peut s'appuyer sur l'ortho-image qu'on a vu juste avant, mais la visite virtuelle va nous permettre d'aller chercher également des données dans la verticalité du nuage de points. On voit ici, je clique à droite et à gauche de l'ouvrant, ça le positionne dans le plan, mais ensuite je vais pouvoir cliquer un point au niveau de la lège et un point au niveau du linteau, et ça va renseigner automatiquement sur mon objet d'ouvrant dans le plan la hauteur d'allège par rapport au niveau de la pièce et les dimensions de l'ouvrant. Ensuite, ne reste plus qu'à dessiner la position de la menuiserie pour compléter notre dessin. Et donc de cette manière, on va pouvoir dessiner à la fois les fenêtres, les portes, les ouvertures simples. Euh, ça va être plutôt rapide une fois qu'on a pris l'outil en main. On va aussi intégrer d'autres types d'outils qui vont permettre de gagner du temps. Alors,
pour ceux qui font du plan d'intérieur, je pense que vous ne me contredirez pas. Le dessin des escaliers, surtout avec du nuage de points, c'est pas toujours simple. Ici, avec Limit Addict, grâce à la visite virtuelle, vous allez pouvoir les dessiner plutôt rapidement puisque on distingue assez facilement les marches. Il ne reste plus qu'à cliquer un point, deux points dans le gisement de chaque marche et ces marches viennent se projeter automatiquement sur les bords de l'escalier. C'est un exemple hein, dans d'autres, mais sur Limit Addict, on a beaucoup d'outils de ce type. Par exemple, pour dessiner les poutres, pour dessiner d'autres types d'objets dans du plan d'intérieur. Par exemple, pour une poutre, vous allez cliquer deux points sur la poutre. Elle va venir se projeter sur les bords de la pièce. Vous pouvez passer sur un scan de l'autre côté de la poutre pour cliquer un troisième point, ça définit sa largeur. Et vous pouvez enfin terminer par cliquer un point en dessous de la poutre et ça va renseigner une altimétrie de hauteur sous poutre. Alors, ce qui est plutôt magique avec TopStation et Limit Addict, c'est que le système de présentation fait gagner beaucoup de temps dans l'habillage du plan. C'est-à-dire que tout ce que vous avez dessiné jusque-là, vous l'avez dessiné à une certaine échelle, mais si vous voulez passer votre plan à une autre échelle ou dans une autre orientation, vous avez simplement à modifier ces éléments dans la configuration du plan et tous les objets vont se retracer en temps réel pour l'échelle et l'orientation donnée. Ça comprend les hauteurs de texte, l'orientation des textes, l'espacement entre les hachures, par exemple. Tout est dynamique et on peut facilement passer à un plan, par exemple, du centième vers le cinquantième si on veut voir un peu plus de détails. C'est pratique et on n'a pas besoin de refaire tout le travail à une autre échelle. Ce qui est aussi pratique, c'est que tout ce qu'on a dessiné, vous l'avez vu, grâce à la visite virtuelle, on vient chercher des données dans la verticalité du nuage de points. Donc on a renseigné des aides de sol, des hauteurs sous plafond. Donc dans la base de données qui est liée à Limit Addict et TopStation, vos objets de pièces sont connus dans les trois dimensions. Ce qui fait que derrière, une fois que vous avez dessiné votre plan 2D, vous avez fait déjà une bonne partie du travail, puisque si vous voulez obtenir une coupe de votre plan 2D, vous la tracez sur Limit Addict, sur votre plan d'intérieur, et Limit Addict va venir générer non seulement une ortho-image de cette coupe avec une épaisseur donnée, mais également projeter la géométrie des pièces en élévation sur votre coupe. Donc, on connaît tous ce client qui, à la fin d'un dossier, demande une coupe supplémentaire un peu décalée au dernier moment. C'est toujours un peu laborieux parce que c'est chronophage à dessiner. Là, avec La fameuse coupe dans l'escalier. la fameuse coupe dans l'escalier, par exemple, qui est demandée au dernier moment, bah là, c'est plutôt efficace avec Limit Addict. Alors, bien sûr, tout ne va pas être dessiné. Il faudra compléter les pièces et les ouvrants avec un petit peu de DAO pour habiller cette coupe, hein, si on veut dessiner les murs extérieurs, la toiture, etc. Mais tout ce qui est pièces, ouvrants, va déjà être tracé sur cette ortho-image. En fait, Alors, dès qu'on a bien terminé son plan 2D, finalement, la coupe est quasiment terminée, quoi. voilà, c'est une excellente remarque. Si on a bien travaillé jusqu'ici, si on a bien fait notre plan 2D, derrière, la coupe s'obtient très rapidement. Et alors, j'ai pas l'exemple ici, mais vous viendrez m'en demander euh, par mail ou par message si vous le souhaitez, pour que je vous montre des façades. Mais pour les façades, ça va être exactement la même chose que pour les coupes. Vous tracez la position de votre façade sur le plan 2D et Limit Addict va être capable d'aller récupérer la position des ouvrants pour les projeter automatiquement, etc. Comme les données sont connues en trois dimensions, on va pouvoir exporter, si on le souhaite, une maquette 3D sur SketchUp. Alors, on ne parle pas ici de BIM, hein. Limit Addict ne propose pas aujourd'hui de BIM, ça viendra peut-être, mais la demande n'est pas assez forte pour que Limit Addict développe cette partie-là.
Ça n'empêche pas quand même à l'Imitadic de pouvoir exporter du plan 2D, une maquette 3D simple dans l'environnement SketchUp. Alors je dis simple, mais on a quand même pas mal de détails puisque tous les objets vont être classifiés sur SketchUp. On va récupérer les pièces, la position des ouvrants, l'épaisseur des murs, etc. Et tout va pouvoir être gelé dans ce système de classification pour faire apparaître les volumes souhaités. Alors ça peut être intéressant en bonus sur un livrable 2D, de générer cette maquette 3D pour avoir des petits visuels complémentaires. Souvent, c'est plutôt bienvenu pour le client. Et on peut mettre ça dans le fichier 3D, on pourrait l'intégrer dans un logiciel de BIM. Tout à fait, ouais. Ouais, ouais. En fait, on a des utilisateurs qui utilisent cet export comme une passerelle vers D'accord. le puisque avec SketchUp, on a la possibilité d'exporter un format .obj qui peut être lu par Revit, par exemple. Et derrière, ça permet d'aller compléter sur Revit cette maquette 3D avec du B. Super. Ouais, c'est trop bien. Alors pour du plan d'intérieur, en termes de rendement, avec Limitadict, on va être aux alentours pour du bâtiment récent, 450 mètres carrés de dessins produits par jour dans du bâtiment ancien, et ça dépend du bâtiment, hein. On va être plutôt aux alentours de 300 mètres carrés. Euh, Sachez que ces chiffres, ils comprennent l'habillage du plan, la présentation, l'export au format DWG, les PDF, etc. C'est vraiment depuis l'intégration du nuage de points jusqu'à la sortie des livrables. Donc là, on va passer plutôt sur la partie plan topo, à partir de nuage de points sur Limitadict. Donc, on l'a vu chez Positix, ils ont des outils formidables je pense notamment au VLX qui permet de faire du topo assez précisément. Et je sais que c'est pas encore tout à fait démocratisé, même si ça tend à l'être de plus en plus. Mais aujourd'hui, effectivement, on peut faire du topo sur nuage de points. Et grâce à Limitadic, je trouve même que c'est assez performant. On va voir que c'est complètement adapté pour faire de la topo comme vous le faites de manière traditionnelle aujourd'hui. Avec du scanner ou du drone d'ailleurs. Si vous avez des Ouais, drones, ouais, vous souhaitez complètement. utiliser des drones, ça peut fonctionner. Ouais, ouais, tout à fait. Alors ici, on a un jeu de données qui est issu du VLX. On voit qu'on peut superposer l'imagerie 360 sur le nuage de points pour récupérer du détail visuel. On l'avait déjà vu tout à l'heure pour la partie intérieure. C'est aussi valable pour la partie extérieure. Ça permet voilà, d'y voir un petit peu plus clair, même si les jeux de données sont déjà très très propres. Alors, on va aussi bénéficier de la visite virtuelle pour dessiner, comme pour le plan d'intérieur, mais on a quand même une approche un peu différente pour la partie plan topo. On a la possibilité maintenant, avec l'Intadict, de générer donc une ortho-image de notre topo et ensuite d'aller dessiner directement sur cette ortho-image dans l'environnement 2D. Et pardon, ça passe automatiquement, je vais revenir un petit peu en arrière. En fait, pour que vous compreniez bien ce qui se passe, quand on vient dessiner sur cette ortho-image, le point vectorisé est directement corrélé avec le nuage de points pour les informations tridimensionnelles, alors à la fois planimétriques et altimétriques sur ce point. Et donc, on vient dessiner directement des objets topo sur l'ortho-image qui sont dessinés et corrélés directement au nuage de points en 3D. Pour tout ce qui va être objet un peu plus verticaux, comme de la façade de bâti, par exemple, on va avoir d'autres outils qui permettent, par exemple, d'aller projeter un profil dans le nuage de points et d'aller dessiner directement la donnée qu'on souhaite sur ce profil temporaire. On a aussi d'autres méthodes, comme ici. Je viens positionner ma façade, mon bâti en planimétrie avec un premier point. Et ensuite, je viens définir un second point pour définir l'altimétrie de cet objet. Donc ça permet de gagner vraiment en précision et de dessiner directement des objets 2D, mais avec les informations 3D des points altimétriques.
Attends, juste pour revenir dessus, on clique finalement la façade pour avoir le XY, le C'est ça. XY, c'est ça. Et ensuite, le Z, on le clique après. Voilà, tout à fait. On le Ça voit ici. évite de... Ok. À gauche, on a la polyligne 2D qui se dessine en temps réel. Et cette polyligne 2D, on vient lui affecter un point au pied du bâti dans un sous. D'accord. Parce que Ok. souvent, si on vient cliquer directement au pied du bâti, on ne va pas arriver à On n'a affiner. pas tout le temps le point en plus, hein. Il Voilà, on suffit n'a pas d'avoir tout à un fait. élément devant la façade et on n'a pas le point. Là, on peut le projeter. D'accord. Là, ça permet d'aller cliquer là où on le souhaite sur la façade de manière un peu plus simple et puis de lui affecter quand même le bon Z avec un deuxième point au pied du bâti. Tout à fait. On va aussi pouvoir gagner beaucoup de temps avec ce système de dessin par profil. On voit ici sur un topo de voirie, on vient cliquer deux points pour dessiner ce profil temporaire. Ce profil temporaire s'ouvre en temps réel sur la petite fenêtre noire qu'on voit en bas à droite de l'écran. Et sur ce profil, on va pouvoir saisir précisément le point par rapport au fil d'eau de la bordure, par exemple. Et ça permet donc d'obtenir une précision assez accrue par rapport au jeu de données. Et en plus de ça, on le voit ici, on a la possibilité de codifier directement sur cet environnement de travail. Ce qui fait que si vous êtes habitué à faire du relevé traditionnel, topo, et que vous codifiez sur le terrain, vous allez retrouver ces automatismes au bureau, puisque dans la visite virtuelle, vous allez saisir vos codes directement dans cette fenêtre pour codifier votre topo, mais dans le nuage de points, donc cette fois-ci au chaud et à l'abri. Bon argument, ça. Et puis, on va revoir cette fonction, hein, par exemple, qu'on a vue pour la façade de bâti, mais typiquement, si je veux dessiner la position d'un panneau ici sur la voirie, je viens cliquer un point sur le haut du panneau parce que c'est plus simple à venir cliquer. Et ensuite, si je veux attribuer un texte altimétrique à ce point, je viens saisir sa position altimétrique avec un second point. Donc là, on revoit hein, ce dessin codifié hein, qui nous permet donc de dessiner, d'ouvrir plusieurs lignes en même temps, parce que souvent sur de la voirie, c'est ce qui est intéressant, c'est de pouvoir dessiner tout en cheminant sur notre topo. Donc là, on fait des profils temporaires qui parcourent nos différentes bordures et on vient codifier plusieurs lignes en même temps pour avancer dans notre nuage de points sans oublier de détails. Et puis, comme pour la partie plan d'intérieur, on a ce système de gestion de plan qui est tout aussi performant pour le topo, puisque, une fois de plus, hein, on va créer une présentation qui va gérer automatiquement finalement l'échelle des objets et leur orientation par rapport à cette présentation. Donc là, si on a commencé à dessiner un levé topo au 200e et puis qu'au final, on voit que si on veut le faire tenir sur un format A3, il faudra passer au 250e, ça se fait en un clic, tout simplement. Donc, c'est plutôt efficace. Ça, c'est confort. Ouais. Ouais. En fait, on n'a plus qu'à se concentrer Sur sur le le dessin. contrôle de notre plan topo et le détail et finalement, tout ce qui va être habillage du plan, configuration des calques, etc., c'est géré automatiquement par LinkedIn. Et puis, ce qui peut être intéressant également, une fonctionnalité que permet LinkedIn, ça va être de projeter l'ADAO dans le nuage de points. Donc ça permet aussi au fil du levé de contrôler l'exhaustivité de ce qu'on est en train de vectoriser et puis la qualité par rapport au nuage de points. Ça, c'est pas du Navis, hein. Je vous Non, rassure. ce sera plus propre, la vis. C'est pas grave, mais c'est pas du Navis.
Hop. Parfait. Euh, donc sur votre plan, ce qui va être intéressant aussi, c'est que Limitaddict intègre beaucoup de fonctionnalités. Si on souhaite intégrer, par exemple, le cadastre en fond de plan topo, ça va se faire très rapidement. Alors en plus, si vous travaillez avec du VLX, par exemple, votre point va être certainement géoréférencé. Et donc, Limitaddict est capable de reconnaître sur quelle planche cadastrale vous vous trouvez. Et en, et en quelques clics, il va intégrer donc le DXF cadastral et en plus de ça, intégrer la charte graphique sur cette planche cadastrale. Et il va chercher automatiquement le fond de plan cadastre. Voilà, c'est ça. En fait, on peut, si on a la référence cadastrale, aller la sélectionner dans une liste déroulante. Mais le plus On la pratique, connaît pas. Ouais. effectivement, d'aller dessiner un contour autour de notre chantier. Et via ce contour, Limitadic détecte sur quelle planche cadastrale on se trouve et il va l'intégrer automatiquement à notre plan. Ouais, tout à fait. C'est bluffant. Ça, je connaissais pas cette fonction, c'est sympa. Ouais, ça Ok. marche vraiment très Fait bien. gagner Ouais, du temps, ça. Je pense qu'on a tous passé au moins son quart d'heure à aller chercher sa planche pour ouais, mettre ça en fond de plan. c'est ça. Un quart d'heure, ça paraît pas beaucoup, mais mis bout à bout, effectivement, c'est Plus toutes ces petites fonctions qui font gagner du temps, là, je voyais les escaliers formidable. tout à l'heure, c'est que ça finalement. C'est c'est un peu ça, Limited Edit, finalement, si je comprends bien, c'est que des fonctions optimisées, quoi. C'est tout à fait la philosophie. C'est ce qui permet d'ailleurs d'arriver à ces rendements qu'on voit ici. Sur de la zone rurale, on va être aux alentours de 800 mètres carrés, de 800 mètres à 1 km linéaire produit par jour. Et en zone urbaine, alors, ça dépend de la zone urbaine hein, et de la densité de ce qu'il y a à dessiner. Et on va être plutôt aux alentours de 400 à 500 mètres linéaires de plans topo produits par jour. Alors, on n'a pas le temps d'aborder toutes les fonctionnalités de Limitadic parce que c'est un logiciel très complet. On n'a pas le temps lors de ce webinaire. Et ça ne m'empêche pas de vous parler vous informer que Limitadic fait aussi du MNT. Donc, vous avez la possibilité, par exemple, avec des jeux de données qui sont issus de drones, de faire de l'extraction de points 3D pour générer automatiquement du MNT. On va permettre aussi avec Limitanic de visualiser et modifier le MNT dans l'environnement 3D. Ça, c'est plutôt pratique. Euh, et ça permet notamment de le comparer avec le nuage de points. Donc, quelquefois, si on voit que dans le MNT, un point parasite a été pris, on peut venir le supprimer assez facilement. Derrière, on va pouvoir dessiner les courbes de niveau, faire des calculs de cubature avec des blairs en blé, et puis tracer nos profils en long et nos profils en travers pour récupérer automatiquement le dessin de ces profils par rapport au nuage de points. Sympa. Je pense que ça peut peut-être, je sais pas, je vois tout un tas de fonctions un peu dédiées à de la captation drone. Je sais pas ce que vous en pensez, prononcez-vous dans le chat si vous voulez, mais c'est peut-être un sujet qui pourrait être abordé sur un autre webinaire si ça vous intéresse. N'hésitez pas à nous le demander, parce que là, je vois qu'il y a tout un tas de fonctions. S'il y a un sujet qui peut être abordé, ça peut être peut-être intéressant d'en parler sur un autre événement, mais c'est vrai que j'ai hâte de voir comment ça s'articule dans le logiciel. Ouais, je serais ravi de faire effectivement sur cette thématique et de montrer toutes les fonctionnalités de l'Imitaic sur cette partie. Ouais. Ouais. On Euh, verra s'il y a de la demande. Ouais, on va voir s'il y a des réponses dans le chat. En tout cas, sachez que Limitaddict permet aussi d'intégrer complètement votre charte graphique, ce qui fait que si ça fonctionne, parce qu'a priori, j'arrive pas à passer ma slide, c'est pas très grave. Sachez que Limitaddict permet donc euh, d'intégrer votre charte graphique. Donc, ça comprend vos cartouches, vos calques, vos présentations, vos couleurs, etc. Et ça permet de dessiner directement vos plans d'intérieur, vos plans topo dans la charte graphique que vous utilisez déjà, si vous n'êtes pas déjà sur Limitaddict.
Sachez d'ailleurs que l'Immutadict vient avec une formation et cette formation comprend le paramétrage par le formateur de l'Immutadict et donc l'intégration des cartouches, etc. Et on a également un autre outil sur la partie charte graphique qui permet de créer une charte d'export. Donc, si vous travaillez avec des clients qui vous imposent un cahier des charges en termes de charte graphique, vous créez votre charte d'export, vous continuez à dessiner comme vous le faites habituellement, et au moment d'exporter le plan, vous allez exporter directement ce plan par rapport à la charte graphique imposée par le client. C'est top ça. C'est vraiment pratique. J'ai un petit souci, j'arrive pas à passer la slide, mais ça va peut-être revenir. Hop, voilà. Je pense que ça va être. Désolé pour ce petit problème technique, c'est les aléas du direct. Ça va. Bon, ça va aller. Hop. Impeccable. Je reviens un petit peu en arrière parce que j'ai dû passer certaines choses du coup. Donc la partie charte graphique, c'est pour tout le monde. Sachez aussi que l'Immutadict intègre, alors pour ceux qui n'utilisent pas l'Immutadict, n'ayez pas peur. L'Immutadict vient avec une bibliothèque de tutoriels qui est très, très exhaustive. Ça cumule aujourd'hui plus de 34 heures de vidéos. Donc ça va de l'initiation jusqu'aux fonctionnalités avancées. Donc c'est directement intégré dans le logiciel. Donc vous avez l'Immutadict, vous avez votre bibliothèque de tutoriels à l'intérieur. Vous n'avez pas à aller les chercher sur un serveur distant ou quoi que ce soit. Et puis surtout, ces tutoriels, ils sont conçus sur des exemples concrets, des exemples métiers. Donc ça parlera à tout le monde. Et en plus, ils sont régulièrement mis à jour parce que l'Immutadict évolue beaucoup en termes de fonctionnalités avec les mises à jour régulières. Et donc, on en profite pour mettre à jour ces tutoriels. Je précise également que Limitaddict propose du développement personnalisé. Donc, je pense à ceux qui répondent à des marchés assez spécifiques, notamment avec des collectivités qui imposent un cahier des charges en termes de topologie et de rendu. Donc, Limitaddict peut proposer ses services pour vous créer un outil sur mesure qui permet de convertir vos plans topo pour correspondre à ces cahiers des charges imposés. Limitaddict est capable aussi de créer de l'interface pour saisir des données attributaires, par exemple, et derrière l'exporter sous différents formats, que ce soit en KML, en Shape, etc. On peut aussi, avec Limitaddict, répondre à des chantiers très spécifiques, hein. Si vous avez des besoins très spécifiques et qui peuvent être automatisés, Limitaddict peut étudier ce qu'il est possible de faire. Voilà, et puis derrière, on peut aussi, alors les services de Limitaddict proposent également de la visualisation de bases de données PostgreSQL. Alors, on va parler de quelques nouveautés et je sais qu'il y en a une qui est très attendue. C'est le module copropriété de Limitaddict. C'est un module qui est en cours de test actuellement. Il y a quelques clients Limitaddict qui se sont portés volontaires pour tester ce module qui sortira bientôt. Alors, qu'est-ce que permettra le module copropriété? Ce module permettra donc d'intégrer des plans VFA. Donc, si vous avez les plans archi pour monter votre copropriété, mais vous pouvez aussi réaliser la copropriété sur un relevé, hein, par exemple, qui sera issu d'un scan 3D. On va pouvoir créer de manière semi-automatique les lots en cliquant dans les objets de pièces. Récupérer les natures de pièces automatiquement. Donc, avec les textes qui sont intégrés dans le plan, on va pouvoir récupérer la nature de ces pièces. On pourra bien entendu gérer la partie graphique, gérer les copropriétés par bâtiment et par niveau. Ce qui sera intéressant aussi, c'est que les calculs de tantième et de charge se font en temps réel. Alors moi, j'ai déjà pu voir un peu à quoi ça ressemble, effectivement. Ce qui est bien, c'est que au fur et à mesure
qu'on avance sur notre copropriété, on voit tous les calculs qui se régénèrent en temps réel. Donc, on a toujours la main sur le résultat. Et puis derrière, on pourra sortir les documents administratifs comme l'état descriptif de division ou les attestations de surface carrée. D'ici la fin de l'année, vous aurez aussi la chance de voir TopStation 25 avec une nouvelle interface. Donc, on va intégrer des menus rubans sur la version de TopStation, donc qui est basée sur le TopStation que vous connaissez, qui offre donc beaucoup de stabilité. Et donc, cette nouvelle interface, elle intègre ces menus rubans qui seront beaucoup plus intuitifs, très visuels et avec des icônes beaucoup plus modernes. Donc, ça va donner un très beau look à TopStation. C'est prévu, la sortie de TopStation 25 est prévue pour novembre. Limit Addict intégrera ces menus dans les menus rubans de TopStation d'ici Noël si tout se passe bien. Ah, c'est un nouveau design. Oui, oui, oui. Pour ceux qui connaissent le précédent design, effectivement, on fait une belle avancée en termes Ah, c'est d'interface. sympa, très joli. Euh, un petit point rapide sur la grille tarifaire. Donc, Limit Addict et Top Station sont proposés à la fois en licence perpétuelle et en location. Donc, vous avez tous les prix qui sont détaillés ici. Pour la perpétuelle, vous avez un prix de maintenance qui est juste en dessous, qu'il faudra ajouter annuellement pour bénéficier des mises à jour et du support technique. Pour la location, cette maintenance est déjà intégrée dans le prix de location. Et puis, vous bénéficiez de remises pour quantité selon le nombre de licences que vous possédez dans votre parc. Ces licences, on peut les proposer aujourd'hui de manière complètement dématérialisée, c'est-à-dire virtuelle. Et sachez que le système de gestion de licence est assez souple. Vous pouvez détacher facilement une licence d'un poste pour l'utiliser sur un autre. Donc, ça permet de mutualiser les licences sur plusieurs collaborateurs assez facilement. Les agences multisites, effectivement, pratique. C'est plutôt pratique. Voilà, on arrive au terme de ce webinaire. Je ne sais pas si tu as pu voir d'autres questions passer, Cédric. Non, je vois que. Alors là, je te laisse, tu as directement les questions en live, je vais pas te les lire, mais tu peux y avoir accès, je pense. Oui, je les visualise, c'est bon. Donc, Super. il y a une question. Quand on a déjà Top Station, pouvons-nous prendre uniquement Limit Addict? Effectivement, on pourra voir ça ensemble, mais si votre licence Top Station est compatible Limit Addict, vous pouvez prendre uniquement Limit Addict. Pour ceux qui ne sont pas équipés de Top Station, sachez que Limit Addict ne fonctionne que sur Top Station. Donc, il faudra à la fois la plateforme Top Station et l'applicatif Limit Addict pour utiliser les fonctionnalités. Donc après, je vois éventuellement ceux qui étaient intéressés pour ma part là, de découvrir. Il y a les deux scanners, donc le L2 Pro qui est sorti à Intergeo là, avant-hier et le MLX qui est sorti un peu avant Intergeo mais qui est sorti pour l'occasion. Pour ceux qui souhaitent éventuellement découvrir ces deux nouveaux scanners, n'hésitez pas à vous faire connaître. Je me ferai un plaisir de venir vous les présenter. Sachez également que j'ai 3 dates, dont une à Lille, une à Paris et à Rouen, où je viendrai pour présenter ces deux scanners. Essentiellement le MLX, le L2 Pro étant tout juste sorti, je ne sais pas si je l'aurai, mais voilà, je pourrais vous en parler et vous montrer des jeux de données. Donc, n'hésitez pas à vous faire connaître et à m'écrire éventuellement ou m'appeler, hein, tout simplement. Là, il y a mon numéro qui s'affiche. Donc, pour les dates à Lille, c'est le 15 octobre.
Donc c'est le matin, on profite de la matinée de 9h jusqu'à midi et puis on pourra manger ensemble pour ceux qui peuvent. Et pour Paris, c'est le 16. Donc pareil, c'est format matinée de 9h jusqu'à midi avec un repas. Ça permet de faire une présentation des produits, éventuellement discuter des autres sorties d'autres marques sur Intergéo et de vous faire un petit retour sur ce qui existe, qui est sorti récemment. Donc n'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions qui vous viennent même après coup. J'ai repéré aussi donc une autre question dans le chat. Il y avait une question, c'était au cours de ta présentation sur POSITIX. Ouais, Si je comprends bien, toutes les données sont sur un cloud. On n'a plus besoin d'avoir des PC hyper puissants et des stockages de données. très juste. C'est intéressant parce que d'une part, le traitement pour la partie Navis va se faire en ligne. C'est des algorithmes qui tournent qui sont assez gourmands en ressources. Donc, autant sur les solutions dédiées à un PC, bah, il faut quand même une config assez costaud. Autant avec Navis, l'avantage, c'est qu'on met les données en ligne et tout se passe sur serveur. Donc, on lance le processing. Et si on a une vingtaine de jobs, ils ne vont pas être les uns à la suite des autres. Ils vont tous être traités en parallèle. Et donc, on va encore gagner du temps à ce niveau-là pour, euh, pour quelque part avoir les données finalement dès le lendemain matin quand on a lancé les données à processer le soir. Mais effectivement, c'est beaucoup moins gourmand en ressources informatiques d'avoir cette solution en cloud. Ça libère finalement un investissement matériel. Je ne sais pas si ça répond à vos questions. Ouais, c'était Je très pense complet. que c'est ça. Ouais, c'est plutôt pratique, hein. Bah, c'est l'avantage. C'est de se détacher, de devoir, parce que quand on lance des traitements, je pense que vous l'avez tous fait, que ce soit pour de la photogrammétrie, pour du calcul automatisé. Les PC, ils sont complètement bridés parce que bah, ils peuvent pas faire 50 tâches à la fois. Et au final, le PC ne peut plus forcément assurer tout ce que vous allez lui demander autre que la tâche de calcul. Donc effectivement, Hmm. c'est pratique de pouvoir profiter de ça et pour ceux qui ont du personnel qui travaille en télétravail, des choses comme ça, c'est assez apprécié. Ouais, complètement. Complètement. J'ai une autre question, mais qui me concernera plutôt moi. C'est bonjour, le module pour les copropriétés sera disponible quand? Alors, très bonne question. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont impatients pour ce module copro. Normalement, si tout se passe bien, il sera disponible à partir de début novembre. Donc, c'est bientôt. Actuellement, Thomas Martel est en train de peaufiner. Comme j'ai pu vous le dire, il y a quelques clients qui sont en bêta test, qui font beaucoup de retours à Thomas pour faire évoluer ce module CoPro qui soit prêt à sa sortie. Et puis vous, ceux qui connaissent Thomas, vous savez qu'il est assez perfectionniste et qui va essayer de faire un module CoPro qui sera le plus complet possible et qui conviendra à tout le monde. Donc, voilà. En tout cas, si vous voulez une date, normalement, ce sera pour début novembre. Et sinon, ce sera repoussé de quelques semaines au pire des cas, mais sinon, comptez début novembre. Ouais, effectivement, c'est bientôt. Je vois, y a-t-il besoin d'une maintenance annuelle pour les scans? Bah, toujours, hein, il faut. Alors, annuel sur les Navis, c'est préconisé tous les 24 mois, donc tous les 2 ans. Après, c'est plutôt du bon sens et si vous voyez que au bout de 24 mois, vous n'avez absolument aucun problème de calcul, aucune dérive qui viendrait être plus importante qu'au début où vous utilisez l'appareil, moi personnellement, je ne suis pas forcément à pousser sur ces maintenances-là. Maintenant, si jamais vos clients vous les demandent de voir les
les certificats de calibration. Nous, elles sont valables 24 mois chez Navis. Chez Xgrid, on n'a pas forcément encore ces sujets vu qu'il vient de sortir. Il faudrait éventuellement que je demande voir si on a un certificat de calibration délivré par le fournisseur. Mais tous les 24 mois, je trouve que c'est déjà assez raisonnable. Ça évite de renvoyer le système tous les ans. Ouais, puis on le renvoie toujours au moment où on a un gros chantier, donc Ah, c'est c'est toujours ça. mieux de le renvoyer le moins souvent possible. Bah, oui, oui, c'est-à-dire que c'est des appareils qui sont en plus, pour l'instant, calibrés directement chez le fournisseur. Donc ça part en Allemagne pour le Navis. Pour la partie X-Grid, j'ai pas encore les informations de savoir si c'est géré en Europe ou qu'il faut retourner ça directement en Chine. Faut voir. Alors, je vois une autre question qui va me concerner. Donc, la digite par codif en topo, celle de votre démo, est-elle propre à l'Imitadict ou peut-on l'adapter? Merci. Alors, la digite par codif, en fait, l'Imitadict vient avec une codification par défaut qui est très performante et très complète, environ plus de 500 codes topo. Mais sachez que vous pouvez intégrer votre propre codif à l'Imitadict si vous voulez dessiner directement avec votre codif. Vous pouvez aussi renommer les codes. Quand vous avez codifié sur le nuage de points, vous pouvez utiliser vos propres codes. Mais sachez que vous serez quand même soumis au système de codification de TopStation, qui peut être un peu différent de celui d'AutoCAD Covadis si vous êtes habitué à AutoCAD Covadis. Mais finalement, ça reste quand même la même méthodologie. C'est juste que par exemple, sur TopStation, pour codifier une ligne, vous allez mettre le code en fin de ligne, alors que probablement, si vous le faites sur Covadis, vous mettez le code en début de ligne. C'est le genre de petits détails qui seront différents. Ok, très bien. Mais je pense qu'on a fait le tour, on a fait le tour des questions. Il y a des questions très intéressantes. Bon, en tout cas, on est ravis d'avoir co-animé avec Cédric ce webinaire. J'espère que C'est ça un a plaisir. intéressé. Et puis, vous avez nos coordonnées juste ici. Sachez qu'on est disponible pour répondre encore à toutes vos questions. Et puis, si vous souhaitez une démonstration un peu plus personnalisée de l'Imitadict, pourquoi pas sur vos jeux de données ou sur ceux que Cédric vous enverra, bah, vous pouvez me les transmettre et puis on peut convenir d'un rendez-vous pour vous montrer les fonctionnalités. Très bien. En tout cas, c'est un plaisir. Je disais tout à l'heure, hein, je pense que ce sera sûrement pas le dernier webinaire qu'on fera avec Clément. L'idée, ben, je vois la partie drone, je pense que ça peut être intéressant. Je vois même la partie copro. Il y a des scanners qu'on a, nous, qui sont essentiellement dédiés à des sujets comme ceux-là. Donc, ça pourrait faire sens éventuellement de revoir et peut-être de se focaliser un petit peu plus cette fois-ci sur un scanner en particulier et d'aller un peu plus dans le détail, peut-être un peu plus au format démo, comme on a l'habitude de le faire chez les clients. Donc voilà, si, ça sera avec plaisir. Ouais. N'hésitez pas à montrer votre intérêt. On sera ravis. Et puis, bah, on vous laisse aller manger tranquillement. On a L'heure un petit a peu débordé. l'herbe débordée, on est désolé. On est bavard avec Cédric. Mais merci d'être restés tous jusqu'à la fin. Et puis, on vous dit à bientôt. Merci beaucoup. Hop.